Bonjour à tous. Moi c'est Clémentine Colmont. Effectivement, je suis donc doctorante à l'Université catholique de Louvain et HEC Liège, doctorante en gestion. Je travaille plus particulièrement sur les problématiques d'expérimentation institutionnelle. Et je travaille beaucoup avec le CRIMT. J'ai légèrement modifié le titre de ma présentation pour être un petit peu plus clair. Effectivement, en fait, je m'intéresse à la revitalisation des syndicats et les enjeux sectoriels, donc à travers notamment l'outil numérique. Je me suis intéressée au secteur du commerce alimentaire et donc forcément au syndicat du commerce alimentaire qui, au Québec, s'appelle la TUAC. En fait, ce projet s'ancre notamment dans un projet plus global FNRS qui a pour but en fait de faire une comparaison entre les expérimentations entre notamment la Belgique et le Québec. Une partie de mon terrain c'est donc ancré donc sur le Québec et ce que vous allez voir aujourd'hui est l'une des expérimentations qui est ressortie. Donc, qui est effectivement une étude de cas de l'utilisation de simple vote ou simple vote, hein, ça dépend comment on peut le dire, de la part donc, du syndicat du commerce alimentaire. Je m'intéresse en fait au commerce alimentaire parce qu'il s'agit d'un secteur qui est quand même en mouvement, qui est extrêmement dynamique, sous forte pression capitaliste et qui se trouve en fait au croisement de nombreux enjeux sociaux et économiques, la pénurie de l'emploi, la digitalisation, l'automatisation, la précarité de l'emploi, les enjeux environnementaux, etc. Le secteur du alimentaire, donc je parle bien moi du commerce de détail alimentaire a un poids très important puisque rien qu'en 2022, il représentait environ 30 milliards de dollars canadiens. Une hausse d'ailleurs qui est stimulée par la pandémie et une demande accrue pour l'autonomie alimentaire. Ce secteur est dominé par trois grandes entreprises. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le paysage alimentaire québécois, c'est Loblaw, Sobeys et Metro, qui représentent environ 60% en fait du marché du commerce de détail en 2021. Le commerce alimentaire québécois fait face à une concurrence qui est accrue, hein, notamment via la bataille des prix et l'expansion de la vente en ligne. Le secteur emploie environ 130 000 personnes, dont la majorité est une main-d'œuvre relativement jeune, souvent peu qualifiée et avec un travail majoritairement à temps partiel. Et malgré finalement des salaires qui sont actuellement en hausse négociés par les syndicats, on a toujours dans ce secteur des difficultés majeures de recrutement, de rétention de la main-d'œuvre. C'est notamment sur ces enjeux que travaillent actuellement les syndicats. Globalement, le dialogue social sectoriel se distingue donc par une négociation collective décentralisée, avec des négociations menées en magasin. Je le précise notamment pour les collègues, notamment européens. On est effectivement sur un modèle au Canada qui est très politiquement, enfin qui est économiquement et politiquement libéral, d'inspiration états-unienne, et les syndicats ont rarement vraiment une capacité d'influence très forte au niveau sectoriel. C'est un niveau au niveau notamment dans le secteur privé qui reste relativement abandonné. C'est dans ce contexte hein, que s'ancre mon étude, notamment avec des problématiques sur la puissance syndicale face à ces multinationales. La question de la revitalisation du pouvoir syndical n'est pas un sujet de recherche finalement qui est récent, hein. Depuis maintenant plusieurs décennies, les chercheurs constatent quand même une perte relative de pouvoir des syndicats, notamment dans les pays occidentaux. C'est dans ce contexte que puise finalement le débat du renouveau et de la revitalisation syndicale, avec la question notamment de l'engagement démocratique depuis 1980 et une mise en avant de ces travaux pour analyser justement la connexion et déconnexion en fait des syndicats avec ses membres. C'est également le moment de confronter en fait cette réalité avec parfois un manque de capacité directe, on va dire que ce soit matériel ou immatériel, la capacité de se renouveler ou pas. Euh, les syndicats ont ouvert finalement la voie à un examen de leur structure et leurs pratiques organisationnelles, comme par exemple en Grande-Bretagne, je vous renvoie aux travaux de Fay Brother de 2015 pour justement tendre vers cette démocratie syndicale et le renouvellement de leurs pratiques.
Donc face à cette situation, dans les années 90, au moment de l'arrivée d'internet, des outils digitaux, des tout premiers outils, informatiques, ça semble être un peu la solution, providence en fait, pour justement colmater ce déficit démocratique et pour pouvoir peut-être récupérer un petit peu de ce pouvoir. Dans la littérature, de nombreuses études se sont attachées à connaître les effets, de ces nouvelles technologies sur le renouveau syndical et sur notamment la démocratie participative. Globalement, sont-elles efficaces ou non? Jusque-là, les résultats sont contrastés. Ce qui ressort, c'est notamment parfois des effets positifs sur la question de la transparence de l'organisation ou sur la démarginalisation, de certaines populations de salariés ou de problématiques liées au travail. Parfois le statu quo, c'est-à-dire en montrant que les technologies sont uniquement un prolongement finalement des pratiques traditionnelles, syndicales, sans suggérer réellement un renouvellement. Voire dans certaines études, hein, des effets donc relativement néfastes comme le risque de marginalisation numérique, de déconnexion dans la déconnexion ou notamment on pointe les études sur le plus récentes sur le télétravail. Toutefois, aujourd'hui, la question numérique reste quand même une solution qui, a priori, est privilégiée pour favoriser justement le débat et la démocratie participative. Donc moi, je vous propose, cette question de recherche qui est: comment les syndicats de la distribution alimentaire ont-ils expérimenté et saisi l'outil numérique, de la démocratie participative pour renouveler leur pouvoir, leurs pratiques et leurs perspectives, sectorielles? Un rapide schéma récapitulatif, une petite synthèse, théorique, hein. Donc voilà, pour moi, finalement, l'union, enfin la revitalisation syndicale, s'ancre au sein de 3 choses. Donc, le débat sur la démocratie participative, la question de l'outil numérique et évidemment la question de l'expérimentation et des pratiques, donc c'est-à-dire vraiment le cycle d'expérimentation. Sur la méthode, il y a eu une première étape relativement brève, exploratoire, qui m'a permis en fait, bah, de tout simplement découvrir, Simple Vote et de savoir un petit peu, voilà comment, le syndicat, donc la TUAC, l'abordait, comment il l'utilisait. Donc il y a eu cette première étape. Une seconde étape où il y a eu finalement des entretiens, semi-directifs, avec notamment l'équipe, hein, qui est en charge de Simple Vote au sein, du syndicat de la TUAC. L'objectif a été vraiment de reconstruire intégralement le processus d'expérimentation. Pour en extraire, voilà, les dynamiques, les pratiques, les ressentis aussi également. Ça a été vraiment un travail qui s'est fait sur plusieurs heures. J'ai revu les mêmes acteurs plusieurs fois, parce qu'on a vraiment essayé de reconstruire le plus minutieusement possible sur ces 4 années finalement, le processus, d'expérimentation. Donc très rapidement, qu'est-ce que Simple Vote ou Simple Vote? C'est une entreprise, hein, qui est spécialisée dans le système de vote en ligne. Alors ils ne font pas que pour les syndicats, c'est voilà, très, très global pour les entreprises, pour les institutions, et cetera. Toutefois, ils ont spécialisé une branche justement dans le secteur syndical où en fait ils leur promettent finalement voilà, des opportunités pour, comme c'est écrit juste ici, des opportunités pour justement, mobiliser leurs membres, et cetera et permettre, voilà, de nouvelles opportunités de vote, en ligne. C'est une, donc cette entreprise, c'est la TWAC s'en s'est saisie juste après le covid, on va y revenir après, et elle permet aussi notamment de sécuriser certains nombres de données et d'éviter en fait de créer, enfin, pour les syndicats, de créer un système eux-mêmes au sein de leur organisation. Donc, au niveau des résultats, on va commencer à retracer ce cycle, ce cycle. Donc, tout a commencé avec la pandémie, donc 2020, mars 2020. Que se passe-t-il? Voilà, il y a eu une grande vague voilà, de confinement. Le Québec n'en fait pas exception et s'est retrouvé finalement une problématique qui est la disruption, hein, le dysfonctionnement en fait du processus délibératif, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les membres se réunissaient de façon très classique en salle, pour discuter des nouvelles mesures ou des négociations à venir et cela n'a plus été possible du jour au lendemain. De même, les syndicats n'ont plus, dans un premier temps, la possibilité de pouvoir, venir en magasin discuter avec les salariés.
C'est donc posé très vite la question, vraiment une urgence immédiate, la question de relancer en fait ce processus par d'autres moyens. Deuxièmement, 2e enjeu qui est moins immédiat, mais qui s'était posé un petit peu avant le covid, c'est notamment la question, en fait, du présentiel de ces réunions justement. Bou Les syndicats avaient notamment noté qu'il y avait un peu une désertion de ces réunions. Je vais vous citer, un exemple, hein. C'était un mardi soir, les plus jeunes, temps partiel, ceux qui sont en études, étaient moins présents dans ces assemblées. Là, ceux qui travaillaient le soir ne pouvaient clairement pas être présents à l'assemblée. Donc il y avait vraiment un enjeu de réunir le plus de monde possible dans ces assemblées et au fur et à mesure a émergé cette solution digitale. Dans la principale idée, la première approche a été d'abord une approche hybride, qui était un peu une approche, je dirais, de l'urgence. Les assemblées se faisaient en Zoom, pour pallier à cette urgence, mais toutefois, ils allaient tout de même en magasin pour établir un système de vote. Ils faisaient rentrer, les personnes une à une dans la salle pour qu'ils puissent voter. Ça prenait un temps, c'était particulièrement chronophage et aussi au niveau en termes de ressources, c'était compliqué puisqu'ils n'avaient pas tout le temps à disposition, la salle, nécessaire. Donc ça a posé vraiment un problème très rapidement logistique. Et ensuite est apparue la solution digitale, pour citer notamment le début finalement de cette idée. À la base, c'est le président qui m'a appelé en disant: «Regarde, regarde donc ça X, j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas ce que c'est». Il y avait une idée globale qu'on peut utiliser pour faire des sondages ou autres. Donc au début, ça s'est imposé un peu comme ça, de façon assez, voilà, assez empirique. Il cherchait une idée qui puisse, justement les maintenir. Et est apparue cette idée de simple vote. Ensuite, il y a eu vraiment cette étape d'approche d'information, vu qu'ils ne connaissaient pas du tout finalement, cette façon de voilà, de délibérer, de démocratie un peu participative via internet. Il y a eu vraiment une grosse phase d'information, de prise d'information, et à la fin de cette prise d'information, qui pareil a été extrêmement empirique, ça a été des rendez-vous, des réunions, des questions auprès donc notamment de l'entreprise. À la fin, la décision était assez intuitive puisque, ils ont dit qu'il semblait ne pas y avoir de choses qui pouvaient être catastrophiques là-dedans, hem et que ça valait la peine d'essayer. Donc finalement, Simple Vote a réussi à se mettre en place parce que ça valait la peine d'essayer. Ce que ça montre, c'est qu'aussi, quand il y a expérimentation, ce n'est pas forcément le processus, voilà, forcément de longues réflexions, ultra, voilà, ultra, organisationnelles et cetera. Non, non, pas du tout. Ici, ça s'est mis en place parce que ça valait le coup, d'essayer. Il y a eu ensuite une longue phase de test, donc à travers, comme, disait une des personnes interrogées, 5, 6, 8, 12 tests, comme ça que les projets s'est affinés avec des formulations de questions suffisamment claires. Le but était de poser des questions suffisamment claires aux personnes pour qu'ils puissent répondre, pour qu'ils puissent avoir les réponses les plus précises possibles pour justement, voilà, préparer les négociations. Il y a eu finalement en bout de course, hein, cette structuration, finalement. Une équipe s'est totalement structurée autour de Simple Vote, autour du projet Simple Vote au sein de l'organisation. Ils ont fini par avoir une personne qui était spécialisée en informatique pour pouvoir justement permettre en fait, on va dire une flexibilité plus importante. Il y a aussi par exemple, il me citait un exemple assez parlant qui est l'exemple des post-it. En fin de compte, au début, ils ne savaient pas forcément comment faire circuler la chaîne d'information entre les différents membres syndicaux pour poser les questions. Alors dans un premier temps, ils se sont retrouvés avec plein de post-it un petit peu partout dans leur bureau, des post-it qui passaient de main en main et cetera, jusqu'à ce qu'ils mettent en place, directement sur Teams un fonctionnement, voilà, de messages qui leur permettait en fait de retrouver ces messages sans passer par 26 000 post-it. Il y a du fait aussi qu'il y a eu une intensification du phénomène, voyant que ce système pouvait fonctionner, le projet a littéralement grossi, hem et je cite, notamment une autre représentante syndicale qui a dit: «C'est tout un ensemble qui fait que cet outil est si performant, qui donne des résultats. C'est comme une pieuvre, il y a des bras dans tous les sens». Donc ça a fini par grossir et à aller chercher différents membres, aller les rattacher sur le terrain, faire remonter les informations et voilà. Hem,
Finalement, un petit peu le bilan de tout ça, j'ai appelé un peu cette diapositive le snowball effect parce que finalement, ce qui était à la base une réponse plutôt, immédiate à une urgence du covid, s'est transformé finalement comme un véritable outil, en fait, un peu une stratégie finalement pour revitaliser la puissance syndicale. Il y a d'abord eu dans, l'aspect information, une mise à jour des connaissances. C'est-à-dire que, les syndicats se sont rendus compte que, ils devaient mettre à jour les connaissances auprès, de leurs membres. Je cite, hein: «À ce processus, on a vu qu'on avait besoin de leur donner plus de renseignements et de ne pas prendre pour acquis, que les termes qu'on utilise». Donc il y a vraiment eu, en fait, finalement, un travail de mise à jour des connaissances. Il y a eu un peaufinage aussi du discours syndical, propre notamment à l'utilisation de Simple Vote et de la démocratie participative avec l'utilisation des bons termes, l'utilisation de phrases simples. On a vu que ça valait la peine de finoler certaines formulations. Je dirais même, à une certaine époque, avant chaque vote, j'écrivais aux négociateurs: «Voici ce qu'on peut mettre dans le courriel, être envoyé, est-ce que ça convient?» Il me disait de rajouter certaines informations qui faisaient sens, et cetera. Il y a également eu en fait, ça a vraiment mis en place ce que j'appelle une boîte de dialogue numérique, un peu un nouvel espace de communication. Bien au-delà des questions posées, les syndicats leur ont permis en fait aux membres de s'exprimer, de façon tout à fait libre. Donc avec une troisième section commentaires où ils pouvaient apporter toute suggestion, et voilà, toute information, pas forcément même en lien avec les négociations, ça pouvait être assez général. Ce qui nous amène notamment à la consultation. Ça a permis dans un premier temps de renforcer, le maillage syndical sur le terrain. Ils se sont aperçus et je crois que c'est l'aspect dont ils sont le plus fiers, qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sont finalement intéressés au syndicat. Ça s'est ressenti aussi bien, sur la plateforme qu'également sur le terrain. Beaucoup plus de jeunes, de temps partiel, d'étudiants venaient voir, les syndicats sur le terrain pour leur poser des questions. Ça leur permis de nouer ce contact avec cette population auquel ils n'avaient pas forcément accès avant et ça leur a permis d'avoir accès à ce que j'appelais des blind spots, donc des angles morts, c'est-à-dire des sujets, dont ils avaient moins l'habitude de traiter ou pour lesquels ils avaient un angle mort. Ça a été notamment le cas des violences sexuelles. On m'a cité un exemple, d'une jeune femme qui justement dans cette section commentaires avait mentionné le fait qu'elle était victime de harcèlement sexuel de la part d'un des salariés. Ça a littéralement permis, directement au syndicat de pouvoir agir, pour ce cas-ci. Ça a permis également de, montrer au syndicat que des choses qu'ils pensaient acquises ne l'étaient pas. Notamment plusieurs caissières avaient fait remonter, le fait qu'elles n'avaient pas accès à une bouteille d'eau pendant leur service. Et enfin, sur le plan de la négociation, je pense que la chose la plus notable, c'est que, Simple Vote, et ses résultats, ont fait office en fait de nouvel argument. Par exemple, je vous parlais des bouteilles d'eau. Il s'est avéré que, ça a été littéralement, quelque chose qui est revenu en masse. C'est-à-dire 75 des caissières estimaient que, elles n'avaient pas accès à une bouteille d'eau. Beaucoup de salariés estimaient qu'ils n'avaient pas une hygiène suffisante en magasin. Ça a permis aux syndicats de se saisir des chiffres, de chiffres précis et de pouvoir aller, renégocier ou rediscuter avec les entreprises en question. Il y a eu aussi un effet de valorisation syndicale. Une sensation de nouveauté qui s'est ressentie dans les discussions, une certaine fierté de pouvoir mettre en avant leur travail, de pouvoir communiquer d'une nouvelle manière, et aussi une confiance et une nouvelle légitimité grâce à ces chiffres, octroyés par Simple Vote. Pour conclure, 3 points qui pour moi sont, voilà, essentiels. Dans le cas de Simple Vote, on est sur un vecteur finalement voilà, de revitalisation, d'une certaine façon des syndicats, avec une amélioration de la communication, un renforcement finalement du maillage, syndical, une valorisation du travail syndical aussi également. Toutefois, i on ne peut pas dire non plus que c'est révolutionnaire ou que ça a transformé littéralement les pratiques syndicales, ce n'est pas vrai. Ça a permis de mettre à jour, voilà, de refresh d'une certaine façon certaines pratiques, mais par contre,
Ils ont maintenu quand même, par exemple, les visites en magasin, les certaines, voilà, certaines assemblées, même si ce n'est plus toutes, certaines se tiennent encore en présentiel. Pourquoi? Parce que, notamment les générations les plus anciennes, ne sont pas du tout à l'aise, par exemple, avec Simple Vote et cetera. Donc, de nouvelles pratiques, certes, induites par le numérique, mais qui ne remplacent pas forcément les traditionnelles. Et enfin, ce qui est ressorti et ce qui me semble très important, c'est l'aspect critique qu'a apporté l'outil. C'est-à-dire qu'en mettant en place cet outil, en mettant en place ce cycle d'expérimentation, les syndicats ont pu avoir un regard critique sur leur façon de faire les choses, pouvoir revenir en fait sur, voilà, sur, bah, la relation qu'ils tenaient avec le terrain, sur, bah, questionner leurs pratiques, les faire aussi évoluer, notamment pour ce qui est du numérique. Ces fameux angles morts que je mentionnais aussi, précédemment, ça fait partie vraiment d'un apprentissage, finalement syndical, in fine. Donc voilà, un grand merci de m'avoir écoutée.